Bonjour Stéphane, rebonjour, plutôt bonsoir. On vient juste de terminer un premier enregistrement direct. C'était une allocution qui s'est fait devant le palais de justice qui se situe juste derrière nous. Là, on a la préfecture d'Annecy. Et puis, on voulait profiter du beau temps pour aller se promener sur le Paquier, qui est une pelouse qui amène au lac d'Annecy. C'est très agréable, on voit les gens qui pique-niquent, se promènent, qui jouent. Je ne crois pas que les règles de distance, de socialisation comme ils disent, respecter. Bon, beaucoup de gens finissent par comprendre que ça n'a pas beaucoup de sens. Et tant mieux. Et du coup, c'est l'occasion après cette allocution de se poser quelques questions pour savoir un peu qui tu es. C'est un peu étonnant qu'on ne se soit pas rencontrés avant parce que nos chemins ont dû se croiser des tas de fois, on a eu des tas de personnes en commun. Et il faut attendre bientôt 2 ans après le début du mouvement des Gilets jaunes pour se rencontrer. On a pu se rencontrer 31 août à l'ONU. Alors, il y avait ce fameux 31 août, tout à fait. Donc, tu es allé... J'avais déjà la tarte pourtant. J'étais repérable. J'étais habillé comme ça, de la même façon, en chasseur de lapins. Ah, d'accord. Il faudra revoir les vidéos. Ah, on pourra peut-être... J'avais proposé à Priscilla de Ski, d'ailleurs qui était passée par Annecy, qu'on puisse se rencontrer là, mais elle ne voit pas l'utilité de discuter avec moi, ce qui est fort dommage. Il y avait peut-être des choses à faire, mais c'est toujours compliqué la relation avec les Gilets jaunes, parce que il y a eu des moi je suis ouvert. et puis il y a eu des gens qui ont voulu tirer un peu leur couverture. Soit c'est le melon, voilà, soit c'est pas forcément sincère. Mais je ne sais pas encore comment classer ça. C'était quand même un bel événement, un succès. Ah oui, par contre 31 c'est très bien. Oui. C'était très symbolique. Simplement il y a le départ du rond-point qui était un peu loin, qu'on a fait plus ou moins en voiture ou à pied, c'était peut-être pas forcément nécessaire. Je serais plutôt parti de la statue de Ferney-Voltaire à Ferney-Voltaire, enfin la statue de Voltaire, je veux dire à Ferney-Voltaire, qui avait peut-être qui était plus proche et qui était plus facile d'accès. En tout cas c'est un bel événement le 31 août. Et je me rappelle m'être un peu pris la tête avec Sophia Albert Salmeron qui a déposé la plainte à la CPI. Voilà. Qu'on avait rencontré, qu'on a interviewé, qui nous avait promis qui a encore chié dans les tuyaux. Pour parler et pour qui on avait travaillé d'ailleurs, mais bon, après c'est très honorable ce qu'elle fait. Non, c'est très bien. Mais, tiens, si tu veux qu'on enchaîne là-dessus. Donc j'avais dit, mais moi pour moi, oui, au soleil, justement ce que je voulais te dire. On se fait notre petite. Moi je suis à vélo. Quelque chose de dynamique. Et pour ceux qui ne connaissent pas la région, donc Annecy c'est une belle ville. Hein. Ah oui, c'est la plus belle ville de France, elle est hors catégorie dans les classements, parce qu'on arriverait toujours premier. Oui, alors à Deschartres, je trouve que la ville s'enlaidit de construction, mais ça c'est un problème qu'on trouve. L'horreur là-bas, voilà. L'hôpital qui était un peu dégueulasse et détruit, on pouvait s'attendre à quelque chose de beau à la place, et ben non, ils nous ont fait des arrivées de téléphériques. Oui. C'est dégueulasse, c'est immonde, je ne sais pas comment ils ont pu faire ça, il paraît que c'est dans le vent actuel. Moi je trouve ça dégueulasse. Et il y a d'autres types de constructions. Quand on arrive sur Annecy, maintenant on a l'impression d'arriver dans une... C'est pas pour critiquer, mais c'est un fait. On a l'impression d'arriver dans une banlieue de la région parisienne avec des immeubles sans aucun style. Alors que... T'es dur là quand même. À Entrée de Cédaux, c'est pas super top. Hein. Ah oui, c'est zone commerciale, Ça va. Non, ce que je reproche en fait, vous voyez qu'on a une ville jaune. Et avant de mon temps, regardez, il y a même des signes sur le paquet. Oui. De mon temps, c'était une ville jeune et dynamique, très gaie, dans les deux sens du terme d'ailleurs. On avait un maire très tolérant. C'était M. Bosson, il me semble. Hein. Oui, fils. Voilà. Fils, oui, parce qu'il y a eu le père. On va avancer Bernard un petit Bosson peu, et Charles Bosson à qui on doit ce lac pur dans les années 60. Parce que c'était un des plus sales, il faut... les égouts se jetaient C'est très marrant. Parce que mon père, donc, tu es originaire d'Annecy. Oui, son grand-père et donc mon père était ami avec le maire adjoint et fils, etc., maire adjoint, qui a travaillé justement pour la purification du lac d'Annecy, pour qu'il soit le premier lac pur de France avec un réseau d'égouts autour. Et mon grand-père maternel, lui, polluait le lac d'Annecy. Il avait au Marquisat là-bas, il polluait comment? À la place de l'hôtel de police, il avait sa laiterie et il balançait le petit lait dans le lac. Ah, d'accord. Donc d'un côté, il faisait de la pollution. Bon, c'était biodégradable, c'était une pollution relative. Voilà, des algues. C'était étouffé par les algues, mais au moins il y avait des poissons, ils bouffaient la merde. Là, ils n'ont plus rien à bouffer, il n'y a plus de poissons.
Résumé un peu rapide, mais ça peut passer. Chier dans le lac, nous aussi les poissons. Mais pas avec du pain. Bon. Alors, tu as fait tes études sur Annecy. Non, en fait, non, tu nous as dit que tu es né en Suisse. Je suis né en Suisse, comment ça s'est passé? Mon père a été le responsable de l'import du ciment pour construire le barrage d'Émosson. D'accord. Au-dessus donc c'était un opérateur suisse, mais avec des partenaires français. Et ça date pas d'hier, le barrage d'Émosson. 70-76. Ok. Joli barrage, voûte, double voûte, magnifique, à 2000 mètres, l'un des plus hauts du monde. Tout à fait. Et tu es resté combien de temps en Suisse? Le temps de naître, le temps d'être conçu, de naître et de lasser mes lacets jusqu'à la maternelle, et où là je suis parti, on est revenu sur Annecy, notre Donc ville. tu n'as plus vraiment de souvenirs de la Suisse? Si. Des souvenirs de glace, de froidure, l'hiver, je cassais la glace. D'accord. Ouais, mais et l'été, c'est un microclimat qui permet donc de cultiver des abricots. D'accord. C'est pas mal. Et donc, des romains, etc. Bon. Vous êtes revenu sur Annecy? Ouais. Revenu sur Annecy, maison familiale, construite en 1954 au milieu des champs. Et bien maintenant, la maison n'était plus au milieu des champs, il y avait des immeubles un peu partout. Oui, autour. ça a énormément changé. Mais la maison est toujours là. La tondeuse vient de nous lâcher, elle avait 54 ans, la tondeuse avait 66 ans, elle vient de nous lâcher. On construisait solide. On construisait solide en ce temps-là. Et que dire de plus? Après, tes études alors? Le lycée Berthollet, c'est un des grands lycées d'Annecy. Oui, un peu 36. Donc des études générales, il me semble. Oui, un bac B. Bac B. Bien. Voilà. Bon, mon bac son assez B, bien. c'était économique. Voilà. Exactement. Et après? Après, je suis parti à l'université Jean Moulin, Lyon 3, faire un DOG AES. Donc ça, c'est économie. Économie à nouveau. Administration économique et sociale des entreprises. Donc tu aurais pu devenir fonctionnaire. Non, des entreprises. Ou des entreprises. Il y avait AESA, Administration économique et sociale des administrations, et AESE, Administration économique et sociale des entreprises. Tiens, on passe devant une espèce d'œuvre, je sais pas, c'est une œuvre d'art, c'est assez curieux. C'est le lac d'Annecy avec ses affluents. Ah, j'ai cru que c'était. Tous les ruisseaux qui arrivent sur le lac d'Annecy. Alors ils ont grossi parce que c'est pas aussi large. Oui, ils ont grossi. J'ai l'impression que c'est un arbre. Histoire de couper la tôle, ils ne pouvaient pas faire des petits bouts. Donc vous avez l'équivalent des affluents et confluents. C'est très agréable. Hein. Ouais. Donc je fais un petit tour. Dans l'autre sens. On voit peut-être, ou alors on va filmer un petit peu loin. Il y a le bâtiment de l'Impérial. C'est un c'est un hôtel aujourd'hui, mais c'était aussi un casino. Enfin, il est un casino aujourd'hui. Construit en 1911, il a fonctionné 3 ans, et en 1914, il n'y a plus de tourisme, et donc il a été affecté aux malades, aux gazés, aux mutilés de la Première Guerre mondiale. Il a fermé dans les années 60, il a accueilli Charlie Chaplin, qui venait assez souvent ici, et dans les années 60, il est tombé à l'abandon, et puis repris. Il a été, je me souviens de l'avoir vu, donc en ruine, il avait même pris feu. Oui, c'est vrai. Il a eu très longtemps, il était à l'abandon, et il me semble qu'il a servi aussi un film pour fermer qui était Tout feu tout flamme, je crois, avec je ne dis pas de bêtises, avec Jean-Paul Belmondo, il me semble. Non. Ah, ma mémoire me lâche. Non, c'est pas. Ah non, il y a là, je sais pas quoi. Non, c'est. Tout feu tout flamme. Yves Montand. Yves Montand et. Pas Gianni qui jouait. Peut-être. Oui, je crois. Enfin, peut-être. Oui, c'est Gianni. C'était ça. Voilà, ça doit être ça. T'as raison. Alors de l'autre côté, on voit. Retournons dans l'autre sens. La Visitation, c'est aussi un symbole d'Annecy. Parce que c'était une île. Il faut dire qu'Annecy est très. Le clergé a beaucoup de terres, de possessions, donc c'est historique. Parce que avant, nous étions rattachés à Genève. Et les catholiques, les catholiques de Genève sont venus ici une fois que Calvin leur a donné un coup de pied dans les fesses. Voilà, c'est ça. Ou Luther, je ne sais plus lequel. Calvin. C'était ici le catholicisme, alors qu'à Genève. Voilà, ça virait protestant. Voilà. D'ailleurs, mon grand-père paternel est protestant. Était protestant.
après ces études, donc c'est de licence. Mon grand-père paternel, d'accord. Il est né à Paris, mais la famille Espic est originaire d'Ardèche, qui veut dire épi de lavande. D'accord, bon, on aura appris quelque chose. C'est pas beau ça. Ah, quand même. Suite aux études. Après les études, je travaille à 3CI, une association qui aide les créateurs d'entreprises. Je travaille à Vénissieux, à Lyon et à Saint-Étienne, quartier Montmousseau, pendant un an. Ensuite, je travaille en boutique de gestion à Paris, dans le 11e arrondissement. Et je travaille également pour la même boutique de gestion à Saint-Denis, dans le quartier zone sensible de Framboisin. Et après, au bout de quelques dizaines d'années, je travaille pendant 5 ans dans le réseau France Initiative, à la plateforme France Initiative de pleine commune, donc arrondissement autour de Saint-Denis, la Courneuve, etc. Et l'armée, alors c'était pour le service militaire ou c'était un engagement? Je suis un simple appelé, c'était un appelé. J'ai terminé caporal. D'accord, c'était un an à l'époque? 10 mois. 10 mois, oui. Et j'étais section de renseignement, donc ça c'est la section la plus intéressante, c'est avec l'étoile bleue, vous la voyez là. Ça c'est mon brevet enfin ça c'est un brevet de chef d'unité de haute montagne. Alors qu'est-ce que c'était le renseignement? Parce que section de renseignement, c'est la section qui est la plus intéressante, qui est toujours en montagne. Et même le dimanche, au lieu de rentrer chez moi, le week-end, je restais là-bas pour aller skier également aux Arcs. J'ai super service militaire, super sympa. Et je devais partir au Kosovo, j'avais fait les 10 mois, mais pour rentrer à la SR, ils m'ont dit si vous voulez faire la SR, qui est la section en effet la plus intéressante, vous devez vous engager pour 10 mois au Kosovo. Et puis heureusement, le lieutenant s'est pris le chou avec le capitaine, la section est dissoute, il m'envoie à la 2e compagnie de combat, voilà, mon t-shirt jaune, que je ne mettais plus depuis 25 ans. Et que j'ai ressorti. Donc ce sont des bons souvenirs tout ça. Ah ouais. Donc on regardait des relations avec des si, oui, il faisait la SR, c'est tellement particulier qu'en effet les skieurs éclaireurs se sont professionnalisés donc après et m'ont invité en effet. Et j'ai des souvenirs assez poignants parce que j'ai eu vent de ce qu'étaient devenus mes anciens collègues qui n'étaient pas là, mais j'étais avec non plus les appelés, mais les anciens de la SR professionnelle. Et j'ai appris par exemple ce qui était arrivé de malheureux à certains de mes anciens. Mais c'est vrai que c'est une section particulière en effet. Et cet engagement, il a démarré il y a longtemps ou c'est quelque chose de récent? Engagement jaune? Alors cet engagement jaune, cet engagement de mouvement citoyen, cette résistance, on disait tout à l'heure dans le discours, je veux être l'ennemi numéro 1 du néolibéralisme, le fléau de la REM. Voilà. Je suis le fléau de la REM. Mais ça, est-ce que c'est une prise de conscience qui s'est fait progressivement ou c'est arrivé jeune? Est-ce qu'on est comme ça? On est déjà jeune, un peu rébellion? Non mais moi j'ai eu un maître à l'école, un instituteur, ancien résistant, communiste, en bas des Glières, qui habitait à Grésillon, non, comment on appelle ça? Toranglière peut-être. Ouais, mais entre Toranglière et Usillon, voilà, ouais. Usillon. Oh, disons. Quelle connaissance. Bien. Ouais, tu m'épates là pour un Suisse. Donc il habitait Usillon et il était. On y est passé, c'est pour ça que dans sa jeunesse, il a été donc résistant et ensuite il a été communiste, etc. Et donc il inculquait une façon particulière justement en tant qu'instituteur les textes qu'il choisissait, qu'on devait apprendre par cœur et compagnie. Tout ça, ça a formé également déjà une ouverture d'esprit. Ensuite, j'ai eu un professeur de philosophie en terminale. Il a parlé beaucoup de la dialectique, thèse, antithèse, synthèse. Tout ça, ça a marqué. Ouais, ça a permis de construire, de faire des fondations. Ce qui manque aujourd'hui, et ce qu'on veut détruire, l'esprit critique. Parce qu'avoir un esprit critique aujourd'hui... Consommateur. Maintenant, on veut faire des consommateurs, non plus des citoyens, mais des consommateurs. Et avoir l'esprit critique, c'est être complotiste. Non, c'est un honneur de se faire traiter de complotiste par les médias mainstream de manipulation de masse, c'est sûr. Ça, c'est, donc c'est pas moi, Aziz Zemmouri qui écrit sur moi, je me suis radicalisé,
on a l'impression qu'il fait un texte pour dire que je vais poser une bombe alors que je suis radicalisé avec un stylo. Sur une palissade de chantier de l'Assemblée nationale, radicalisé en pissant sur l'Elysée, radicalisé en faisant du Posca dessus. On va peut-être aller vers le pont. Pour les gens qui ne connaissent pas, il y a le pont des Amours qui est... Et donc voilà, on se fait salir par les médias mainstream, mais c'est un honneur. Et voilà. Tes premières manifestations, tes premiers faits d'armes. On va continuer, c'est une longue histoire. 2011, je suis un indigné. Stéphane Hessel, très bien. Un indigné, engagez-vous, très bien aussi. Ensuite, 2015, 2011, je pars en Tunisie parce que je me dis j'ai pas envie de voir un pays qui s'effondre, mon pays qui s'effondre, et je préfère voir un pays en devenir qu'est la Tunisie qui se libère justement du joug de la dictature. Donc tu pars en Tunisie, pourtant en Tunisie il y a eu également la dictature, mais il y a eu le printemps arabe, parce que c'était avant. Non, après justement c'est ça qui m'intéressait. Les élections présidentielles, j'ai essayé de faire quelque chose pour soutenir des candidats qui me semblaient cohérents, mais bon ça ne marchait pas. Ça c'était déjà 2017 alors? Ça, non, c'était 2010, 2012. Donc ça marche pas, je pars en Tunisie. Tant bien que mal, tu faisais quoi en Tunisie? J'essaie de promouvoir le sud tunisien, notamment les Ksours, qui sont des greniers fortifiés que les tribus nomades stockaient les grains qu'ils arrivaient à cultiver dans des fonds de vallée en faisant des terrasses artificielles pour arriver à cultiver de l'orge, alors que sous ces latitudes, l'orge ne devrait pas pouvoir pousser et c'est des zones bien trop arides. Donc non, bien débrouillés, ils sont bien débrouillés, ça fait 1000 ans que ça durait. Tribus nomades, aussi bien berbères que arabes, se côtoyaient, trouvaient l'intelligence de ne pas trop se friter. Il y avait quand même quelques razzias arabes de temps en temps, mais de beaux bâtiments, greniers fortifiés que j'invite à découvrir, un Ksar d'Eksour. Donc j'ai essayé de promouvoir pour le patrimoine pour l'UNESCO, pour qu'il soit inscrit au patrimoine mondial. Et retour en France alors? Retour en France parce que 2015 on se prend des attentats dans les fesses. Donc attentat à Paris, Charlie Hebdo, je suis Charlie pendant 2 jours. Au 3e jour je vomis quand je vois la bande de tartuffes qui n'ont pas été capables de nous protéger aller se pavaner sur Boulevard Voltaire à République, alors que tous ces chefs d'État qui viennent faire la ribambelle avec une mascarade absolue. Et là je publie un post sur mon Facebook où j'incite les citoyens français offusqués par cette récupération politique, de mettre sur eux une chasuble jaune avec dans le dos une caricature de Charlie Hebdo, mais qui serait bien piquante pour leur envoyer dans les fesses. Et donc sans le savoir, et c'est pas du tout ça à l'origine des Gilets jaunes, mais voilà, j'ai fait un post où j'incitais en détournant Karl Lagerfeld, une pub sur la protection routière. Ah, tu étais visionnaire, c'était avant Gilets jaunes? Ouais, 2015 ça, janvier 2015, 13 janvier 2015. En Tunisie, on se prend des attentats dans les fesses, le bardo, c'est pas propre du tout, 29 morts, tous des étrangers de 11 nationalités différentes. Est-ce que ce sont des attentats islamiques ou des attentats non, c'est des attentats avec des fortes manipulations. Des états profonds. Oui, des états profonds. Ouais. Manipulation de la CIA ou d'autres organismes. Oui, je sais pas, qui ont certains intérêts à... C'est une théorie, mais c'est comme E égale MC2. Chaos contrôlé, exactement, chaos contrôlé. C'est des théories pour l'instant que l'on émet. C'est comme Einstein en 1933 quand il disait E égale MC2. Il a fallu attendre la bombe atomique pour se rendre compte que la théorie était bien vraie. Que la matière compressée, etc. 2015, après 2015, commence à y avoir des grosses manifestations. Nabo, vous avez en France Hollande qui est soi-disant mon ennemi c'est la finance et il prend Macron. Qui était l'ennemi de la finance. Et pourtant, c'est déjà sous Hollande que commencent les grandes dégradations sociales et les premières violences dans les manifestations. Voilà. Alors les banlieues avaient déjà subi, ils avaient été à terrain d'essai avec les PD et compagnie. Et c'est le tour des manifestants qui manifestent, il me semble, pour ce qu'on appelait la loi travail. Exactement. J'ai assisté à plusieurs défilés à la loi travail et j'ai été effaré à certains moments où en effet je ne pouvais même pas rejoindre dans la manifestation tellement il y avait des barrières sur toutes les rues perpendiculaires, impossible d'accéder, que je remonte jusqu'à la place d'Italie
au fin fond de la manif pour pouvoir rejoindre les manifestants qui étaient de l'autre côté des palissades. Donc tu manifestais déjà pour la loi travail? Oui, bien sûr. Ouais. Et ça me faisait chier de voir les manifestants balancer des silex sur les forces de police. Je me souviens devant à Denfert-Rochereau d'une volée de silex. Tu habitais Paris à l'époque? Oui, toujours Paris, ouais, depuis 1995. D'accord. Donc tu as un pied à terre à Paris. Ouais, je suis directeur d'association à Paris et viré en 2011 et j'arrive sur la Tunisie en 2012. On va passer en vitesse, ici c'est le lieu où toutes les personnes font leur photo. Prendre la photo, Pont des Amours. Voilà. Madame a juste son séant devant la pancarte, c'est dommage. Oui, Pont des Amours. Pont des Amours. Amour qui dure toujours. C'est... Ils ont cramé le AM. Oh bordel, ça c'est récent parce que j'y suis passé il y a une Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont cramé le AM. Il a été Pont des ours. Ah, vous voulez faire Pont des ours? C'est amusant. Ouais. Et... Sac. Ouais. Et ensuite, après les... Je ne valide pas. Moi qui suis postcateur, qui barbouille et les permanences parlementaires, etc. Ça, je ne valide pas. Bon. Donc on arrive progressivement aux années 2017-2018, des tensions qui montent, des injustices qui grandissent. Ne doutons de rien, j'essaye d'aider un ami dans la mode. Et j'essaie de monter un dossier européen, directement avec la Commission européenne, 2 millions d'euros à la clé. En sachant bien que c'est tout pipoté. Et que si on n'a pas un organisme qui parle le franglish ou l'anglais français... Ou d'avoir des réseaux, des lobbies, des relations, les réseaux, c'est toujours pareil. Il faut savoir que les experts en fait, de l'Union européenne qui étudient les dossiers d'un côté, une année, vont se retrouver en tant que conseillers pour monter les dossiers et partenaires instructeurs d'un dossier, de l'autre côté, une autre fois. Et donc ils se reconnaissent quand ils écrivent un dossier, ils mettent les termes qui vont bien, et un coup ils sont juges, un coup ils sont partis. Et donc c'est des renvois d'ascenseur permanents. C'est une fois où le juge a accepté un dossier d'un de ses confrères, eh bien il espère que le confrère sera un jour un juge. Est-ce que voilà. T'étais un peu naïf au départ lorsque tu as fait ça? Tu t'es dit, je testais, je m'attendais, je savais. Voilà, tu savais, mais en tout cas ça a été une leçon que tu as appris. J'ai une très bonne amie en effet qui tu peux témoigner de ce qui se passe. Oui, mais en plus je le savais parce que j'ai une très bonne amie, mais malheureusement elle est décédée au Togo. Sur une mission justement européenne et qui était de l'intérieur, qui était justement dans ce schéma, un coup expert pour l'Union européenne, un coup montage de dossier à présenter à l'Union européenne. Donc c'est important que tu nous racontes toute cette histoire parce que ça prouve que tu as un métier, que tu as fait des études, que tu as des compétences, tu as touché à des grosses affaires. On parle, tu m'as dit 2 millions d'euros. Ah ouais, c'était pas, non, c'était que 2 rien. millions d'euros, mais c'était 6 millions d'euros de budget total, etc. On ne demandait qu'un tiers à l'Union européenne. Et donc là, tu as pu voir ce qu'on a, voilà, les lobbies, la corruption. Non, du conflit d'intérêts. Ouais, conflit d'intérêts. Conflit d'intérêts et des renvois d'ascenseurs, de la bureaucratie. Mais ça je le savais et c'était bien de pouvoir le voir de visu parce qu'on était vraiment sur un dossier, tout le monde disait il est impeccable. Vous êtes sur des pays, on avait 20 partenaires de l'Est européen, on aidait les designers de l'Est européen à venir. Vous avez un dossier béton, mais ce qui vous manquiez c'était des appuis. Voilà. Non, c'était pas le corrupteur, mais il manquait le partenaire institutionnel, non même pas institutionnel, le partenaire. C'est la corruption. Ouais, c'est de la corruption. C'est la corruption. Vous n'aviez pas la personne qui facilite. Il nous fallait simplement un partenaire qui écrive et qui mette les mots, qui donne. Et tu n'avais pas de connaissances personnelles. Tu ne fais pas partie d'organisation. Comme mon ami qui faisait ça était décédé depuis peu, j'ai pas pu monter le dossier. Voilà. Ensuite, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors Stéphane Hessel, les indignés, Nuit debout, voilà comme ce qui s'y passe. C'est bien, j'y passe de temps en temps sur République, mais je vois que c'est plutôt pour des gamins de 20 ans justement qui comprennent justement qu'on n'est pas en démocratie, etc. Et ton regard par rapport aux jeunes, est-ce que tu trouves que les jeunes se bougent ou ils ont tendance à se laisser par rapport à ce que tu as connu, si tu compares ta jeunesse, est-ce que... On n'en fait pas des citoyens, c'est ça le problème, c'est qu'actuellement on en fait des consommateurs
Et on est dans le schéma, et quand on regarde la télévision, c'est jeune, beau et riche. Et donc ils espèrent qu'être jeune, beau et riche, et ils restent cons. Donc là aussi l'éducation à l'école. Oui, et puis des parents et tout ça, et qui fait que ça prend ou ça prend pas. Et là pour l'instant ça prend pas parce que on en fait des consommateurs. Voilà, c'est Zara, c'est Bing Bing, c'est Sapété. Alors c'est peut-être pas tous les jeunes, hein, non, bien sûr, mais il y en a quand même une bonne partie qui sont au système. Et donc les gilets jaunes, comment c'est arrivé? Eh bien, le 19 novembre, est-ce que tu as fait partie des premiers? Est-ce que tu étais dans les initiés? Je suis allé voir ce qui s'était passé, mais je travaillais le samedi. Donc je ne pouvais pas y aller. J'aidais un ami dans son salon de coiffure. Et donc je ne pouvais aller sur les manifs qu'à partir de 18-19 h. Et donc j'ai pu constater fin 2018 ce qui s'y passait. J'étais à l'Arc de Triomphe quand j'ai vu les gilets jaunes triompheront. J'ai pris en photo, j'ai vu on vient te chercher. Enfin, ça avait de la gueule. C'était pas le week-end d'après, il me semble. Oui, c'était le début décembre. Le début décembre, oui, voilà. Donc voilà, c'est tous ces. Parce que ça a monté fort à un moment donné. Je crois que le gouvernement a eu peur. Ça. Et donc en janvier, j'essaie de faire les manifs en essayant de repérer qui est l'organisateur, etc. Et je lance, ensuite je trouve sur internet et Sophie Tissier me rappelle pour dire oui, je cherche des personnes. Donc ce soir je vais à une association, une assemblée à Pontoise. Est-ce que tu veux venir avec moi? Hop là, voiture, on y va. Je rencontre Jérôme Rodriguez avec ses 2 yeux valides, Éric Drouet qui nous fuit, et puis il y avait Laetitia Deval, qui sera élue porte-parole de Val d'Oise, etc. Bon. Et le tout début des Gilets jaunes, c'était pour contester contre la hausse des taxes, pour arrêter les pressions. Donc, puis ensuite, quand on parle de taxes, on parle de gabegie, de mascarade fiscale, d'injustice fiscale, sociale et compagnie. Est-ce que lorsque ce mouvement est arrivé, tu as eu de l'espoir quand tu as vu ces gens, c'était quand même inédit. Et on parle des manifestants, mais je pense que les manifestations, c'est une chose. Mais le côté le plus intéressant et le plus beau de ce mouvement, ça a été les rencontres en province, parce que c'était un mouvement qui a été d'abord rond-point, visibilité sur les ronds-points. Voilà, qui a d'abord été important en province. Ça a permis de retrouver des gens qui n'avaient plus de parole, qui étaient complètement inconnus, qui se sont revus. Et ça a été des moments très forts sur les ronds-points, des histoires de communication. Ça, Ruffin fait un machin sur les ronds-points, je veux du soleil. Je trouve que c'est trop cosmétique, c'est trop superficiel comme film. Mais c'est vrai que des personnes ont rencontré des belles histoires sur les ronds-points, redonner de l'espoir, communiquer sur la gabegie de notre monde, sensibiliser les gens. C'était très bien. C'était plutôt donc la France des campagnes qui était plutôt, on va dire, quand même marquée à droite. Et dans les villes, on a eu la France des cités, des citadins, qui était plutôt marquée à gauche, bobo. Voilà. Donc il y a une petite différence. Ces 2 aspects. Mais je respecte aussi bien l'un que l'autre. Et donc c'était un beau mouvement populaire. Et puis il y a eu Macron qui a dit je vous ai compris, je vais mettre 15 milliards. Je n'ai rien compris. Oui, c'est vrai. Répétez-moi la question s'il vous plaît. Mais je vais donner 15 milliards. Et les médias, ils ont dit, il a répondu, il a été brillant et il a fait son grand débat ou grand blabla. Blabla, voilà, le grand blabla. Alors moi je vais rencontrer, comme j'aime bien discuter, pas comme Ruffin qui fait son grand blabla, petit débat local. J'ai fait une dizaine de débats locaux. J'ai incité les gens à aller faire les débats locaux. Donc moi je me suis fait 10 petits débats locaux. J'ai terminé avec comment il s'appelait l'autre sur Manif pour tous. Avec la belle-sœur à 40 là. Ah, je ne sais plus. Beaucoup d'intervenants. Je ne sais plus. Et donc, en fait, ce moment des Gilets jaunes, c'est poursuivi jusqu'à quand? Parce qu'il y a eu des ce grand blabla, moi j'ai voulu défiler, faire manifester le mercredi matin pour le Conseil des ministres devant la statue de Charles de Gaulle, place Clémenceau sur les Champs-Élysées à 10 h, demander de faire une manifestation pour faire des doigts d'honneur aux ministres qui allaient au Conseil des sinistres. Ça m'a été refusé, interdit préfectoral du 19 février 2019. Et donc je leur ai dit, si vous ne m'autorisez pas ça, je vais vous déclarer des manifestations tous les jours pendant le grand débat. Et tous les jours, soit le là c'était déjà la dissidence qui a commencé à être connue par les... Parce que j'ai déclaré avec la Tissier, donc l'acte 11 et 13. On passe juste devant une statue, on parlait tout à l'heure du lycée Berthollet. Il est là ce Berthollet. Qu'est-ce que tu peux nous dire de ce Berthollet? Qui est-il?
Un scientifique, on va dire. Scientifique, je sais plus ce qu'il a fait exactement. Ok. Berthaud Grandpied. D'accord, Berthaud Grandpied. Donc, et là derrière, j'en profite pour ceux qui ne connaissent pas, mais c'est très joli Annecy, on a l'île aux cygnes. L'île des cygnes plutôt. L'île des cygnes. Voilà, qui est une île, on ne peut pas y aller, où que les cygnes y vont pour se reproduire. Mais ils aiment bien le paquet maintenant, les cygnes. Ouais. Les poules d'eau. C'est l'île aux poules d'eau. Et puis il y a eu cet incendie de Notre-Dame, qui a été un point. On a l'impression qu'à partir de... j'ai soupé quelques étapes, mais moi j'ai l'impression que c'est lié, c'est-à-dire qu'il y a eu grand blabla, il devait annoncer ces trucs, puis tout d'un coup, oui, bien sûr. Le grand incendie, alors là, c'était catastrophique. Mais c'était le gamin qui n'avait pas fait ses devoirs, il ne savait pas quoi dire à 20 h. Il envoie son Benalabis, côté, non pas police, mais côté pompiers, il nous crame. Mais il a le droit, il est franc-maçon, ça a été construit par le franc-maçon, ils peuvent cramer. Donc toi tu fais partie des complotistes qui disent que l'incendie n'est pas accidentel. C'était d'un joli jaune, moi je me rappelle avec mon frère, on s'amusait. C'est pas la thèse du mégot, tu n'y crois pas alors? Oh putain, je vais y aller pour le mégot. Moi j'ai un ami qui était à Pondichéry. Et il m'a dit, je me rappelle bien de mes cours, quand j'étais à Pondichéry, on me disait Notre-Dame ne brûlera jamais car c'est du bois pétrifié. On n'arrive pas à faire cramer du bois. Parce qu'ils ont mis dans l'eau du 25 salé, ans dans l'eau salée, dans les barricages, 25 ans au soleil et ensuite monter en charpente pour Notre-Dame. Donc ça ne peut pas brûler, c'est pétrifié, ça ne brûle pas. J'ai rencontré par contre une gilet jaune dont son fils a été claqué sur une manifestation, j'ai rencontré au tribunal, et elle m'a dit qu'elle était le pendant, non pas de Notre-Dame, mais d'un autre bâtiment du même style, sur la même île. Je ne vais pas vous dire trop, mais bon. Et elle m'a dit ça peut être en effet les guénos en fait de pigeons qui sont inflammables. Il en faudrait des tonnes. Et elle m'a dit c'était dégueulasse. Et justement, on essaie de passer les aspirateurs pour nettoyer ça, mais ça peut provenir de là. Mais moi, je vous dis, j'ai une autre thèse, mais elle n'est pas encore vérifiée parce que je ne suis pas au pouvoir pour l'instant. Mais dès que j'y arriverai, ne vous inquiétez pas, on fera la lumière là-dessus. J'ai souvenir avec mon frère, on prenait du sucre, on prenait de l'engrais, on tassait ça, on mélangeait, on tassait dans un tuyau. Du pyroxyde, je ne sais plus quoi, il y avait un engrais qui était très inflammable. Bon, n'importe quel engrais. On mettait donc du sucre et de l'engrais, on mélangeait, on allumait, ça faisait un énorme pétard, une fumée jaune, et j'ai vu la même fumée jaune sortir de Notre-Dame. C'est ce qu'on appelle aussi de la thermite, c'est des produits inflammables. Mais certains disent que... Ne me parle pas de la thermite, tu as mis un coin dans le jukebox, j'enchaîne sur le 11 septembre, tous les 10 étages, un petit pet. Et le troisième bâtiment qui s'est écroulé. La tour numéro 7 qui s'effondre à 17 h. Après, 3, 2, 1. Et l'enquête qui a... Démolition contrôlée. Oui, tout à fait. Démolition contrôlée. Mais là, on risque la censure sur YouTube. Hein. Là, on est complotiste. Je suis complotiste. Voilà. Mais moi, je cherche à comprendre la vérité. Je me pose des questions. J'ai des théories, fumeuses, certes, mais qui ne cherchent qu'à être élucidées. Et quand on voit les versions officielles, ça pique les fesses. Bon. Aujourd'hui, il y a eu cet événement quand même incroyable parce que on parle des Gilets jaunes qui ont été fortement massacrés. Il y a eu ce 31 août, je ne vais pas revenir là-dessus, on a discuté tout à l'heure, qui a été un très bel événement qui a été totalement censuré par les médias. L'AFP avait dit qu'il n'y avait que 200 personnes. L'agence... On n'était pas énorme, mais il y a eu deux groupes qui se sont formés, ils ne sont pas bien rencontrés. Mais il y a eu 2000 personnes au moins. Il y a eu 2000 personnes. Ah oui. Facilement. Oui, il y avait plus de 1000 personnes. Voilà. De toute façon, il fallait en parler, mais ça a été totalement censuré. Non, en plus, c'était beau, il fallait surtout pas parler. Et puis le dépôt aussi aux Nations Unies des blessés. Avec Petit-Jean aussi qui était là en grève de la faim. Il y a eu énormément d'actions et un omerta de toutes les presses, y compris la télé suisse. La loi de l'omerta prévaut partout, notamment dans la justice, où justement c'est ferme ta gueule, où tu es grillé. Ce que je viens de dire là, un avocat dit ça, il n'a plus déjà il se prend un coup de bâton dans les reins, comme je pense l'est pris mon avocat de dernière garde à vue. Je sors de la garde à vue de l'audition avec lui, il dit c'est bon, je vous suis, c'est super, on cherchait un gars comme vous, je vous fais intervenir à Énergie 12, etc., plateau télé et compagnie. Et quand il faut faire la deuxième audition pour l'exploitation de mon téléphone, il dit à l'OPJ, non, monsieur Explique n'est plus notre client et je parle au nom du cabinet, nous ne le suivons plus. Problème d'agenda. Je sentais le coup de bâton dans les reins du bâtonnier.
à mon petit avocat. Il s'est dit, oula, celui-là, si on le défend trop bien, on va avoir une cartouche dans les fesses, ça va être difficile. Et même les OPJ étaient offusqués en se disant, mais attends, ça s'est super bien passé la première audition, il est d'accord, etc. Et là, ils étaient sur le cul, hein, mes OPJ. Ils ont dit, franchement, et j'ai dit, bah oui, coup de bâton. Alors, on est obligé de faire court parce qu'on en a des heures enregistrées. Tu as fait combien de garde à vue? 19. Et audition libre. Je compte les auditions libres pour une demi. C'est-à-dire les gardes à vue ont été faits systématiquement à chaque manifestation. Tu t'es fait arrêter. Ah non, jamais de manifestation. Jamais garde à vue en manifestation. Jamais. Les gardes à vue, ils ont eu lieu quand? Jamais un pet de travers. Je ne pète jamais en manifestation. Ce n'est que les policiers qui pètent du gaz en permanence. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu as fait les gardes à vue? Moi, je fais que du Posca. Ma seule arme, c'est mon stylo. Mon Posca de 15 mm. Stylo peinture. Dessus permanence parlementaire. D'accord. Je fais justement pas comme Rupin. J'ai fait Didier Bécher à Versailles qui me vaut 3 mois prison ferme sur la tête, mais c'est en appel. Qu'est-ce que tu risques aujourd'hui avec tes 19 1 an de prison. 1 an de prison, tu as eu des amendes déjà parce que pas pour ça, mais quand j'ai fait les contestations des amendes justement, j'ai eu une quinzaine d'amendes, manif interdite, téléphone à la main, déconfinement, total. Voilà, non port du masque dans le TGV, je l'ai reçu hier, la prune. Enfin bon. Que des conneries quoi. Donc tu les contestes? Ah oui, je conteste tout. Et des fois quand je conteste, ça pique un petit peu. Donc quand je renvoie à Rennes, c'est une trace de merde dans le PV. Mais ça passe quand même. Enfin, je ne sais pas s'il l'utilise vraiment. Et après, quand ça renvoie en deuxième instance à l'OMP, l'officier de ministère public de notre lieu d'habitation, j'ai un petit peu pas chié dedans, mais cette fois j'avais bien piqué au niveau du... Et je leur ai dit, je vous chie, vous me dégoûtez, je vous chie, je vous conchis, je vous vomis. Elle n'a pas aimé, elle me fait un procès, 4 septembre, c'est une affaire longue comme le bras. J'ai 15 affaires qui se cumulent le 4 septembre. 4 septembre, 150 jours, jour pour jour. Donc après la promulgation de la 3e République. C'est où? C'est à Paris? Paris, porte de Clichy, la grande tour de Babel, comme d'habitude. Mais avant ça, je suis convoqué le 15 juin pour une reconnaissance préalable de culpabilité pour avoir outragé le chef de l'État, le ministre de l'Intérieur et le préfet allemand. Dans un courrier de déclaration de manifestation du 1er mai, puisqu'il n'y avait pas de déclaration de manifestation, j'ai fait une déclaration, j'aurais fait un magnifique doigt d'honneur. On partait de Bercy, on montait Père-Lachaise, on faisait Gare du Nord, on montait à la Plaine Saint-Denis, on redescendait par Saint-Ouen, on faisait Place Beauvau et on terminait à Denfert-Rochereau. Donc le circuit faisait un doigt d'honneur. 27 km dans Paris, magnifique. Il n'a pas aimé, je suis convoqué. Mais c'est de l'intimidation ça. Hein? C'est de l'intimidation là. Oui. Ouais. Pour m'intimider, moi, il faut faire fort. Mais t'as pas peur d'aller au trou Moi si, j'aurais peut-être au trou. Nelson Mandela, il faisait pousser des tomates. La grande question, c'est quand Castaner et tout ça iront au trou, parce que eux, ils ont du sang sur les mains. C'est là où Sophia Albert Salmeron s'est fait sans doute flouer par Karim Achoui. Parce qu'il y a quand même quelque chose au CPI, il y a eu un truc. Oui, elle a déposé la plainte au CPI, mais le problème c'est qu'elle a visé Castaner et le chef de l'État, et quand on vise un président en exercice qui est membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, 7e puissance mondiale, on ne peut pas y aller comme ça. Il aura fallu d'abord attaquer Castaner et ensuite, une fois qu'on avait eu Castaner, une preuve de crime contre l'humanité, on attaquait son supérieur. Mais là, comme c'est trop gros, et elle a été donc flouée par Karim Achoui. Karim Achoui, c'est un avocat qui ne peut plus exercer au barreau de Paris, qui a travaillé avec Wilfried Paris. C'est pour ça que Wilfried Paris, c'est le général numéro 4 étoiles qui repère bien toute la merde qu'il faut remuer dans notre pays. Et donc Karim Achoui, avec Marie Santiard, ont influencé donc, Sophia Salmeron par l'intermédiaire de Francis Lalanne, qui est le petit copain de Karim Achoui. Et Karim Achoui est le cornac de Benalla. Donc c'est lui. Voilà, il y a eu une manipulation. Et j'essaie de rentrer en contact avec Sophia pour savoir comment ça s'est passé exactement. J'ai eu quelques échanges avec elle. Elle n'est pas classée, elle n'est pas classée, elle est en cours. Elle est en cours, elle est recevable à la SCPI. Elle n'est pas encore. Mais ne vous inquiétez pas, ils vont l'étouffer.
Et moi, ça me pose problème parce que je m'appuie justement dans mes notes de défense sur le fait qu'il y ait une plainte à la CPI pour crime contre l'humanité et je demande un surseoir à statuer. C'est-à-dire que les juges ne peuvent pas statuer tant qu'on n'a pas prouvé qu'il n'y a pas eu crime contre l'humanité et j'actionne l'article 2 des droits de l'homme, c'est-à-dire que toute association politique a pour objectif de défendre les droits fondamentaux, à savoir la liberté, l'égalité, la sûreté et la résistance à l'oppression. Or, je suis en résistance à l'oppression. Si jamais il y a une CPI, justement, ça veut dire qu'il y a eu oppression. Je suis en résistance à l'oppression, je suis dans mon droit. Voilà ma logique de défense au tribunal, en sachant que je m'appuie sur un autre texte d'une Belge, la présidente de la magistrature, syndicat de la magistrature belge, Manuela Cadelli, qui au mois de mars 2016 a fait un très bon article dans lesoir.belgique.be. Le néolibéralisme est un fascisme. Et c'est mon acte fondateur, c'est mon texte fondateur après « Engagez-vous, indignez-vous ». Il y a énormément de choses à dire. Avec d'autres citations. C'est super intéressant de s'en rendre compte, d'avoir fait ce résumé. On n'a pas pu tout dire. On peut retrouver des informations sur ta page Facebook. Alors, qui vous a été allez... censurée, oui, alors, je ne peux pas publier, mais vous avez encore accès à ce qui a été publié jusqu'à présent. J'ai encore 25 jours de bannissement. Mais vous allez dans la photo de couverture en haut. Vous remontez quelques couvertures en arrière. Et là, vous allez avoir des textes et vous allez tomber sur mes Google partagés. Vous avez donc 300 pages sur toutes les actions qu'un gilet jaune peut mener. C'est le kit du gilet jaune. Peut-être que je changerai de titre. J'essaie de faire publier, j'ai déjà envoyé des informations à des éditeurs. Vous avez ensuite un autre kit qui est le kit de défense du gilet jaune pour l'autodéfense sans avocat devant un tribunal. Et il faut surtout laisser des notes de défense écrites pour mentionner correctement les droits de l'homme, qui vous permettra d'aller jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme si jamais vous êtes condamné en première, deuxième, troisième instance. On a la Cour européenne. Ce qu'on propose, parce qu'il y a énormément de choses à dire, c'est de se retrouver, je pense de faire une interview avec d'autres personnes qui sont aussi activistes, qui ont aussi des choses à partager. En tout cas, on est très heureux de savoir rencontré ce soir sur Annecy. Le hasard a fait que... Pourtant, on l'a provoqué le hasard de nombreuses fois, on ne s'était pas encore rencontrés. Voilà, on ne s'est pas rencontrés. Nous, notre équipe, on a croisé les mêmes personnes, mais il faut croire qu'on était à des endroits opposés. Mais voilà. Et le plus drôle, c'est qu'on est à proximité, puisque tu es d'Annecy. Et que, est-ce que c'est un hasard? J'ai l'impression que beaucoup de choses partent de Savoie. On a beaucoup de... Vous savez que la Haute-Savoie est l'un des 3 départements de province qui a voté pour le traité de fonctionnement de l'Union européenne lors du référendum de 2005 sur la Constitution européenne. Et ensuite il y avait Paris, et le reste de la France votait 55% non, mais c'est un paradoxe parce que la Haute-Savoie, Annecy, c'est une ville riche, c'est une ville qui est du parti de la majorité, ici et LRM, voilà. Non, c'est un UDI, mais c'est un UDI vent, oui. Et pourtant, au niveau populaire, parce que tout le monde n'est pas riche, il y a des gens qui luttent et il y a une grosse résistance. Est-ce que c'est, je sais pas, c'est la résistance c'est l'histoire, oui, parce que les Glières, il y a des mouvements. Alors, je ne dis pas que dans les autres régions il ne se passe rien, je ne veux pas dire ça, mais il y a, dans ce qu'on a observé quand même, beaucoup d'initiatives fortes. Voilà, tu es de cette région, on côtoie la résistance ici, on la côtoie. Le plateau des Glières marque les esprits. Et aussi parce que la Savoie a un statut particulier par rapport à d'autres régions, c'est que c'est une région qui a été... C'est la dernière région rattachée à la France, 1860. Exactement. Et qui n'a pas, apparemment, selon les textes, été fait complètement dans les textes de loi. Je ne vais pas revenir sur tout ça. Non, mais était pour. Il fait que référendum il y a des censitaire. particularités. Il y a des particularités qui font que ça explique pas mal de choses au niveau de cette résistance. Dans ce jardin même, vous avez un arbre qui a été planté par Eugénie? Non, par... De Napoléon? Ouais, Napoléon III, comment elle s'appelait sa gonzesse? Je ne sais plus, mais... Bon, voilà, la gonzesse de Napoléon III, là, qui a foulé ici ce parc
en 1860. On va avancer un peu vers la mairie. Je voudrais terminer sur ce plan parce que Notre-Dame, alors on parle de Notre-Dame qui a brûlé, mais il se passe des choses très étranges avec M. Macron. Ouais. Il y a des incendies, des catastrophes en permanence, des usines qui crament, des églises qui brûlent, des trucs. Et là, on a la mairie d'Annecy qui a brûlé. Et vous avez donc là, dans la baie d'Annecy, la fête du lac, début août, premier samedi d'août. Et donc c'est suite à la venue de Napoléon III pour le rattachement de la Savoie à la France, qui avait été négocié avec Cavour en échange de la guerre d'Italie et l'unification italienne. Donc la Savoie devenait française et l'Italie devenait savoyarde. Nous n'avons jamais été italiens, mais c'est l'Italie qui est devenue savoyarde. Vu que le roi d'Italie, c'est la maison de Savoie. C'était le duché de Savoie, c'était indépendant. Alors, bon, c'est un peu dans les arbres, mais la mairie d'Annecy est derrière. C'est une mairie qui a été construite avant le rattachement à la France. Hein. Voilà, Sardes. Cette mairie, tout le toit a brûlé. Alors nous, on a fait un direct. Hein. On est un des rares à avoir aussi filmé sur notre chaîne, que vous pouvez retrouver sur la chaîne What a Beautiful, la toute première. Drôle d'incendie. On dit que c'est électrique. Non, je crois qu'il n'y avait pas d'archives, c'était vide, enfin je sais pas exactement. Oui, mais alors des archives auraient disparu ou pas, on non, sait pas. Je sais pas s'il y a des archives là-dedans, justement, qui a cramé, je sais pas, je pense pas. Enfin là je suis pas trop sur... j'ai pas assez d'infos, je sais pas. Pour moi ça reste accidentel quand même. Après si on me dit qu'il y avait des archives et des machins sensibles, je reverrai mon jugement, mais pour l'instant je ne peux pas juger. Voilà, en tout cas ils sont en train de construire. On voit une grue qui est... placé. Et alors, autre particularité d'Annecy, la ville a fusionné avec 5 autres villes autour d'Annecy. Nous sommes la plus grosse fusion de municipalités de France. Pas toujours heureuse, hein, parce qu'il y a des communes qui ont... On n'a pas de... Ça, c'est un côté français. Les communes ont été fusionnées sans qu'on demande l'avis aux habitants. Ça a été brutal. Ce serait impossible en Suisse, puisqu'il y a des référendums. Voilà. Ce sont les maires qui par eux-mêmes ont décidé de se rattacher à la mairie et ça n'a pas beaucoup de sens quoi. Que certaines communes se sont rattachées, pas d'autres. Non, moi je trouve qu'une agglomération c'est pas plus mal. Simplement ce qui me gêne, c'est que c'est une professionnalisation de la fonction de maire et dans les petites communes c'est mieux qu'on ait des maires indépendants que d'avoir des maires rattachés à un parti politique. Annecy reste quand même une ville provinciale. Donc on voit Annecy, le centre-ville, mais les communes qui ont été rattachées, c'est la campagne. Donc pourquoi appeler Annecy des endroits où ce sont des villages? Ouais, non, mais c'est mitoyen. Moi, j'habite sur Annecy-le-Vieux. On voit pas de différence entre Annecy et Annecy-le-Vieux. Donc Sénaux, c'est pareil. Plus difficile sur Pringy, par exemple, là où c'est quand même très rural. Ça sent que tu n'habiterais pas à Pringy, toi. Non, non. On est venu, on est passé par Pringy tout à l'heure, c'est pour ça. Ouais. Et donc là, vous voyez, il manque un toit. Regarde, tu peux filmer là. Voilà. Il manque la grue. Voilà. Et puis on va finir donc sur cette... On va remonter un petit peu par là-bas. Le libellule, le château. Qui est bien gros, hein, ce libellule. Grosse libellule. Une grosse libellule. Je l'ai jamais vu voler. Elle n'a jamais pris son envol. Elle ne fait que nager. Bizarre comme libellule. Vous avez Saint-François de Sales qui est descendu une fois par an pour faire pipi de son piédestal. Et qui a donc son bâtiment, donc beaucoup de bâtiments religieux. On va peut-être finir ce tour d'Annecy. Sur les poubelles. Alors les poubelles, c'est pas très beau. Mais vers les vieilles prisons, qui est le symbole, qui est un des bâtiments les plus photographiés de France. C'est ce que je raconte. Donc on voit derrière la mairie. Ici, je crois que c'est une cathédrale qui est derrière. Non, et par contre, je crois que c'est pas l'église des Italiens. Voilà, c'est ça. Et vous avez la cathédrale qui est un peu derrière, on la verra plus voilà. loin. Et le château qui est ici. Très intéressant. Et nous avons la seule zone piétonne, route nationale, piétonne. Un peu plus loin, elle est piétonne, elle est nationale, c'est une route nationale. Incroyable. Bernard Besson, dernier maire d'Annecy avant Terre-Larigot, il a insisté pour rendre piétonnier le centre d'Annecy
contre la volonté des administrés, mais je pense qu'il avait raison, comme son père a eu raison, de faire le premier lac pur de France. Donc des fois, il faut parfois et de garder aller un petit peu... l'Impérial comme un parc où les gens peuvent se promener autour, de ne pas le privatiser. Oui, voilà, oui, tout à fait. Ouais. Non, mais c'est-à-dire que pour les piétonniers, ça permet de mieux vivre quand même. Et des fois, je pense qu'il faut être un petit peu autoritaire, mais bien, il faut être éclairé, voilà. Je pense que moi, je suis assez admiratif, enfin pas admiratif, mais j'apprécie Napoléon III sur certains aspects. Justement, une vue sur les gradins, donc j'espère qu'ils vont reconstruire le toit comme c'était avant en bois. C'est pas vraiment une forêt, mais bon, ça va être pas trop compliqué à mon avis. Mais c'est surtout en dessous, c'est les étages en dessous qui ont bien morflé. Avec l'eau. Toujours le problème dans un incendie en fait. Et ouais, donc je suis. Puisqu'on a encore quelques minutes, allons-y. On a parlé de ton implication sur les Gilets jaunes, et puis est arrivée cette crise. Ah oui, qu'est-ce que tu en as pensé? Parce qu'au départ, on a vu ça loin de Chine, ouais, ça ne nous concerne pas, gna gna gna, il y a eu les discours, ne vous inquiétez pas. Puis tout d'un coup, du jour au lendemain, c'est catastrophe sanitaire, arrêtez tout. Ayez peur, Luc, je suis ton père. Ah non. Bah non, c'est une grosse connerie tout ça. 30 000 morts de la grippe, 0 de la grippe saisonnière. Alors qu'on a avec la grippe saisonnière entre 30 000 et 90 000 morts par an. Tous Covidés, aucun grippe saisonnière cette année. Et puis il n'y a pas dans les statistiques, il y a 81 ans l'âge moyen de décès. Et puis tous ceux qui sont décédés d'autres maladies, on ne les a pas comptés. Ouais. Hein, c'était ouais, voilà, ils sont tous rentrés. Une trace de crise Covid cardiaque, dans le Covid. nez. Allez, Covid. Je suis dans l'escalier, Covid. Ouais, je suis dans l'escalier. Il avait un coup de Covid dans le nez. Voilà. Covid. Non, et c'est les statistiques sérieuses qui venaient d'Italie ont identifié que parmi ces morts, alors sûrement qu'il y avait le virus qui agit, mais le virus seul n'interviendrait que dans 1% des cas. Pour les autres qui sont morts, il y avait d'autres facteurs. D'autres pathologies, c'est une évidence. Par contre, moi je joue là-dessus pour leur dire qu'il y a eu un génocide par Rivotril, c'est-à-dire qu'on avait des personnes âgées qui étaient encore parfaitement conscientes, qui n'étaient pas en détresse respiratoire. On leur a envoyé du Rivotril dans les veines pour libérer des lits. Et donc ça, c'est de l'euthanasie. Voilà, c'est pour endormir. Et quelqu'un qui a une insuffisance respiratoire lui met ça, c'est criminel. Voilà, donc des crimes ont été commis, un crime contre l'humanité, un génocide, et donc je me bats là-dessus. Alors il y a des plaintes qui ont été déposées. Oh, il faut. Maintenant, est-ce que les plaintes vont toutes aboutir ou est-ce que ça va être encore des... Le problème, c'est la justice. Le problème, qui va instruire les plaintes, c'est un procureur. Qui nomme le procureur, c'est l'exécutif. Qui nomme le procureur et les juges, c'est l'exécutif avec l'inspection générale de la justice. Je me suis pris le chou avec mon procureur et ma juge au tribunal de police le 13 février quand je comparaissais pour avoir tagué la permanence parlementaire. Je suis arrivé en disant c'est tout à fait la bonne juridiction devant vous, tribunal de police, ok. Pourquoi je passe en correctionnel plus tard pour les mêmes faits, c'est pas normal. Tribunal de police, je suis d'accord. Et donc j'ai bien discuté avec eux et je suis tombé sur un procureur, un gaucho de première en fin de carrière, qui n'avait pas les dents longues, qui rayait le parquet, comme toutes les procureuses rayeuses de parquet actuellement que l'on a comme procureuses. Je m'en suis fait 8, elles ont toutes le même profil, elles sont toutes petites, brunes et rien dans la cervelle, avec des longues dents qui rayent le parquet et qui me plantent dans le derrière. Donc faut arrêter. Moi j'étais hyper content de trouver un procureur bedonnant, cheveux grisonnants, 55 ans, en fin de carrière, et lui il a dit je ne vois pas quel est le fait générateur pour entrer en voie de condamnation, vu que vous écrivez sur des permanences parlementaires avec des posca qui s'effacent à l'eau. En plus, donc il n'y avait même pas de dégradation. Il n'y a pas de dégradation, c'est ce que je n'aurais pas de leur dire depuis le début, mais j'ai quand même fait 19 gardes à vue pour ça, jamais pour un caillou balancé sur un flic. Je les aime, j'aime les hommes. Je ne sais pas pourquoi je leur balancerai des... Ils sont beaux, je leur dis ACAB. All cops are beautiful. Mais ils sont beaux les policiers. Cette phrase, mais oui, all cops are beautiful. Je leur dis en plein commissariat, ACAB, tu es trop beau avec tes gros biceps, tu es une gravure de mode. Tu es un poète finalement. Ah oui. Mais moi quand je vais dans les gardes à vue, je commence dans l'open space avec mon OPJ et son assistant. On termine, on est 30 dans l'open space. Il y a un spectacle. Tu es le prisonnier le plus sympa finalement. Ah ouais, donc, il m'aime absolument. Tout à l'heure, le commandant
Il entend sur la radio que Explique est dans les parages. Il se pointe, il vient se marier avec moi. Il me dit, je vous ai déjà arrêté. De l'autre côté, au début, vous étiez le premier PV que l'on faisait hors confinement. Vous étiez hors confinement, etc. Je me souviens de vous, je suis venu vous voir. Merci commandant. Alors le mot de la fin, on va finir sur les prisons. Image, donc les vieilles prisons. C'est là où m'attend, où je risque 1 an de prison pour avoir outragé chef de l'État, Sa Majesté Macrotte. Celui que je conchis et que je chie dans mes chiottes tous les matins, Macrotte, que j'envoie par un coup de chasse dans les égouts de la République, risque de me finir en prison. Enfin, pas de finir. Ou peut-être que c'est lui qui va finir. Ah oui, ouais. Votez pour moi. Voilà. Je peux vous dire que Macrotte ira en prison. Et je sais même quel supplice je vais faire avant. J'ai déposé au défenseur des droits, il y a quelques jours, une plainte pour préciser que le nouveau véhicule de transport de la police relevait de la torture. Il y a 4 petites cages comme des chiens. J'ai cru que c'est la brigade cynophile qui arrivait. 4 petites cages pour les chiens qui sont larges comme ça, comme ça. On est menotté. Debout ? Menotté, on est sur les passages de roues, assis sur nos menottes, sur les passages de roues. On est transvaluté juste comme ça, d'un commissariat à l'autre et jusqu'au tribunal. Et donc j'ai déposé plainte défenseur des droits, tout mauvais, tout bon, j'accouille la fripouille à 40 000 € par mois de retraite et qui enterre, comme les procureurs, toutes les affaires. Grande lessiverie, lessiveuses comme les GPN. Donc non, il y a tout à reprendre, tout à refaire. Donc pourquoi je disais ça, je ne sais plus. Est-ce que tu crains d'aller en prison? Oui, et donc le supplice pour les 4 miaulus du gouvernement et du chef de l'État, c'est de transbahuter Macron, Castaner, Grande Saucisse de Premier Sinistre et la Belloubette dans ce type de véhicule. La Grande Saucisse, c'est la Grande Saucisse de 1,94 m. Édouard Doudou qui flippe. D'accord. Doudou qui flippe. Et donc les faire transporter dans ce nouveau véhicule de la police. Je fais mon 27 km dans Paris. C'est moi qui conduis le camion. Et je suis sûr que Belloubet, elle en ressort, si elle n'est pas morte, elle en ressort toute verte. Très bien. Alors, direction, j'arrête justement mon parcours à d'Enfer-Rochereau. À côté, vous avez la prison de la Santé. C'est bien trop beau. Je les emmènerai à Fresnes avec les rats, les puces et les cafards. Le mot de la fin. Allez, ça fera 1 heure. Il nous reste encore 3 minutes. Il ne faut pas dépasser. Moi et mon droit. Droit est mon doigt, doigt est le V, V de la victoire en se marrant. Stéphane Explique, votre serviteur, pour la vie, ami public numéro 1, que je sollicite à devenir, ennemi public, ennemi du néolibéralisme numéro 1. Si vous en avez marre de l'opposition de carton, votez pour moi, je me présente à l'élection de la magistrature suprême pour nettoyer les écuries d'Augias. Alors, on voit que tu parles du sujet très sérieux, mais en ayant quand même une note d'humour. C'est-à-dire, est-ce que c'est un petit peu ta clé, ton secret pour justement... parce que beaucoup de gens, c'est déprimant ce qui se passe. Oui. Aller faire N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Donc l'humour, les doigts du cul, le fait de ne pas être sérieux, ça permet justement de Jean-Marie Bigard. Jean-Marie Bigard. Oui. Savez-vous pourquoi tout d'un coup Emmanuel l'a appelé? Car 5 jours avant qu'Emmanuel n'appelasse Jean-Marie Bigard, je sortais du tribunal et j'annonçais ma candidature à la magistrature suprême, n'arrivant pas à faire respecter la loi dans ce pays, et notamment l'article 397.6 du Code de procédure pénale qui, pour un délit politique, ne doit pas être présenté à un procureur. Bon, comme ils ne comprennent pas, je fais du délit politique, je suis politique, et donc je me présente à la candidature pour l'élection présidentielle. Mais on va y aller en se marrant. N'ayez pas peur, justement, ça, cette muselière qu'on vous met sur la tronche pour plus parler, restez chez vous, isolez-vous, ayez peur, je refuse. Moi, c'est la victoire en se marrant et on y arrive. Alors, tu tiens et Macron aussi, a peur d'un loufoque comme moi. C'est pour ça qu'il m'a envoyé dans les pattes Jean-Marie Bigard, qui a un lien avec Brigitte,
avec la fondation Hôpitaux de Paris, Hôpitaux de France. Ah, donc tu penses que ce ne serait pas si sincère que ça avec le Ah bah non, c'est télécommandé. Mais je vais aller renifler l'andouillette de Troyes. Jean-Marie Bigard, il est de Troyes. Je vais aller lui renifler les fesses. Allez, pour savoir 30 si c'est la merde secondes et ou on pas. arrête. Ah, c'est terminé. Alors Alsace, il y a également qui fait beaucoup d'humour. On en a parlé tout à l'heure. C'est Christophe Schumacher. Ah, Yannick. Yannick. Ouais, voilà, Yannick. Il s'est foutu sur un radar en Père Noël avec une canne à pêche. Les flics autour de lui. Magnifique. Yannick, magnifique. Bravo. Voilà. Tu es... Un message, allez, pour Yannick. Pour Yannick. Ah non, mais je le soutiens à fond. J'irai à Strasbourg et tu es mon général de la place de Strasbourg, forcément. J'arrive dans 3 semaines chez toi. Très bien. Eh ben, merci Stéphane pour cette longue interview. Je fais un tour de France, Belfort, Place d'Annecy, Avignon, Strasbourg, Toulouse, Nantes le 21 juin pour la fête de la musique. Et en rappel de la fête de la musique, de la mort du... Voilà, en hommage à Steve, je Steve, serai le 21 juin. Si je ne suis pas en prison à partir du 16 juin parce que j'ai quand même cette reconnaissance préalable. Mais si je ne suis pas en prison, j'irai le 21 juin et le 22 juin à Paris. Visiblement, il y a quelque chose que le Belfortin veut faire, Yann, sur Paris. Très bien. Une méga toffe pour la fin du confinement. C'est ça normalement le 22 juin. Les conneries de confinement, c'est terminé normalement. On espère, à moins qu'ils nous inventent une nouvelle vague. À moins qu'elle grande saucisse nous reconfine et on a les élections municipales, deuxième tour, 28 mais juin. Ça, comme par hasard, il n'y aura rien pour les élections, c'est après. Mais moi, j'espère un Covid-20. Je vous souhaite un Covid-20 pour le 28 juin, qu'on puisse faire péter ces élections. Comme ça, je me présente aux élections municipales à Paris, si on refait un premier tour. Très bien, merci Stéphane, merci d'avoir suivi pour la chaîne. Au revoir.